on poursuit cette deuxième matinée du Forum Zéro Carbone avec nos invités pour deux tables rondes consacrées à la coopération entre les villes, la coopération entre les territoires pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets, mais aussi aux services que nous rendent nos biens communs, les océans, les forêts, les sols, tout ce qui permet la préservation de la biodiversité, mais surtout, puisque la nature, bien que nous la traitions de façon assez cavalière, nous rend beaucoup de services. Tous ces océans, ces forêts, ces sols qui nous permettent de compenser en partie nos émissions de gaz à effet de serre, puisque ce sont des puits de carbone. Le réchauffement climatique est une illustration assez spectaculaire des dysfonctionnements de notre système mondial, économique, financier et social, puisqu'il amplifie les inégalités, il les met à nu et les amplifie, il rend plus précaires ceux qui le sont déjà. Songez que le 1% des plus riches émet 175 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres sur la planète. Et comme ce réchauffement climatique amplifie les inégalités, il est aussi le symbole de la plus grande injustice, puisque ces 10% les plus pauvres sont aussi ceux qui émettent le moins, mais ils sont aussi ceux qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique. C'est donc pour eux une double injustice. Dans ce contexte, les territoires, les villes ont la possibilité d'agir. Ils et elles ont des leviers d'action avec les politiques publiques, avec les décisions qu'ils prennent, avec les coopérations qu'ils mettent en place. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour une ville comme Paris, par exemple, atteindre l'objectif de diviser par deux les émissions carbone, puis atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ça suppose diminuer de moitié nos consommations d'énergie et passer évidemment au 100% énergie renouvelable. Pour atteindre cet objectif, Paris se dote de politiques publiques ambitieuses dans tous les domaines, particulièrement dans celui de l'agriculture et de l'alimentation, qui contribue beaucoup à nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce deuxième mandat, la maire de Paris a fixé un objectif très ambitieux, celui de passer à 100% d'alimentation bio ou durable dans la restauration collective, dont 50% de local, de proximité, ce qui sous-tend une transformation profonde de l'agriculture du bassin parisien et au-delà des régions limitrophes. On va parler de coopération entre les villes avec nos invités, avec notre premier intervenant qui intervient à distance, Imani Kumar, qui est secrétaire adjoint d'ICLI, ICLEI, qui est un réseau de villes dont l'objectif est essentiellement de dupliquer, de partager les bonnes pratiques et de prendre la bonne trajectoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des villes. Monsieur Kumar, merci d'être des nôtres et merci de votre patience parce qu'on a une bonne vingtaine de minutes de retard sur notre timing. Dites-nous en quoi les territoires, les villes peuvent être pionniers et pionnières dans la transition écologique et solidaire. Alors, merci beaucoup de nous donner la possibilité de faire part de notre point de vue. Je représente l'ICLEI, c'est une association de villes partout dans le monde. Plus de 1700 villes sont membres de ce réseau et ce sont des villes qui s'engagent en faveur du développement durable. Nous avons le plaisir de prendre la parole lors de cette session. Nous allons entendre ce que les maires ont à dire sur leurs travaux. Alors, je sais que les maires sont des leaders locaux et ce sont eux qui définissent des plans ambitieux pour leurs communautés respectives. Il y a également des activités de développement au niveau local. Les gouvernements nationaux fournissent également leur soutien en leur donnant la marge de manœuvre nécessaire afin de mener à bien ces activités.
et d'atteindre l'objectif zéro émission. Alors, je dois dire que 900 villes, plus de 970 villes, ont décidé de mettre en place une action très ambitieuse en faveur du climat. Donc, il s'agit de se débarrasser des énergies fossiles, par exemple. Et j'aimerais ajouter que ce voyage, ce cheminement que nous avons entrepris, moi je viens de New Delhi en Inde, et les choses ont démarré en 2004 lorsque nous avons mis en place dans quelques villes entre 2004 et 2008 différentes mesures pour transformer l'approvisionnement énergétique dans les villes. Et je dois dire que aujourd'hui, plus de 100 villes en Inde ont mis en place des énergies renouvelables et le gouvernement a un programme ambitieux d'énergie solaire. Donc, les gouvernements nous ont également pleinement appuyés pour pouvoir faire avancer ces projets d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, pour pouvoir faire en sorte que les villes puissent également apporter leur pierre à l'édifice et atteindre la neutralité carbone. Et c'est pour cette raison que l'Inde est désormais bien en avance par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Dans sa contribution nationale, l'Inde avait pour objectif 175 gigawatts d'énergie renouvelable et je peux vous annoncer que nous avons déjà atteint 83 gigawatts. Et récemment, les gouvernements nationaux et également des gouvernements régionaux ont mis en place un programme pour les villes solaires, un nouveau programme solaire pour les villes. Et tous les toits des villes ont été équipés de panneaux solaires. Et il s'agit donc de promouvoir encore plus ces énergies renouvelables. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe non seulement en Inde, mais aussi partout dans le monde. Par exemple, nous avons 100 projets d'énergie renouvelable dans des villes et il y a des villes dans différents pays, en Argentine, en Indonésie, au Kenya. Donc, des protocoles d'accord ont été signés par 9 villes avec des objectifs ambitieux. Il s'agit de définir l'action qui pourrait être menée au niveau local. Il y a également différents rapports, des fiches d'information et l'objectif de 100% des énergies renouvelables est quelque chose qui préoccupe énormément ces villes. Donc, nous avons également un réseau de résilience qui a œuvré énormément ces dernières années. Et ces 9 villes dont je viens de vous parler, qui visent 100% d'énergie renouvelable, et bien exemple, il y a la ville de Fort Orlando et d'autres et ailleurs qui font partie de ce réseau. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider ces villes à aller de l'avant et atteindre ces objectifs. J'aimerais également ajouter une chose. Alors, nous faisons également partie d'un autre réseau et nous contribuons à la rédaction d'un rapport sur l'état mondial. Il s'agit de voir quelles contributions les villes peuvent faire. Donc, les activités au niveau de la ville et également à l'extérieur de la ville. Par exemple, les zones périurbaines. Récemment, nous avons mis en place une nouvelle plateforme et les villes
ainsi que les zones urbaines et périurbaines peuvent rejoindre la plateforme et parler de leurs activités dans le domaine des renouvelables. Donc vraiment, énormément de choses ont lieu et nous serions heureux de vous en dire plus. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de prendre la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec une intervention enregistrée, celle-là, c'est celle de Valérie Plante, qui est maire de Montréal, la ville de Montréal, et membre aussi du réseau ICLEI. Et on l'écoute nous présenter les principales réalisations de Montréal en matière de lutte contre les effets du réchauffement climatique. Merci à tous. Tout d'abord, merci à ma collègue, la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, ainsi qu'aux organisateurs du forum de nous offrir l'occasion de souligner notre engagement collectif en matière d'action climat à la veille du 5e anniversaire de l'Accord de Paris. Il y a un peu plus d'un an, lors du sommet sur le climat des Nations unies, j'étais fière d'annoncer notre objectif de réduire de 55 % sous les niveaux de 1990 les gaz à effet de serre de la ville de Montréal d'ici 2030. Cela me semble une autre époque, tellement la pandémie COVID-19 a bouleversé notre quotidien, nos vies et nos villes. Mais la vérité, c'est que la crise climatique n'a pas disparu, au contraire. Plus que jamais, il y a urgence d'agir. Il est donc essentiel de saisir l'occasion que nous offre cette crise sanitaire pour repenser nos façons de faire. C'est pourquoi j'ai dévoilé hier notre plan climat 2020-2030 qui nous permettra d'atteindre notre cible et qui nous mènera vers la carboneutralité en 2050. Ce plan fait d'ailleurs partie de notre objectif d'assurer à Montréal une relance verte et inclusive. Aujourd'hui, j'aimerais tout particulièrement vous parler de transition énergétique. Au Québec, 99 % de l'électricité produite est renouvelable de sources hydrauliques ou éoliennes. Concrètement, cela signifie que notre défi est de dégager des surplus énergétiques en ayant une meilleure efficacité énergétique pour ensuite utiliser cette énergie propre pour électrifier nos industries et le transport. Pour améliorer notre efficacité énergétique, nous devons notamment mieux isoler nos bâtiments, ce que la Ville entend faire, mais il faut aussi rendre plus efficaces nos déplacements. Tout d'abord, dans les prochaines années, la Ville de Montréal va investir plus que jamais dans des projets structurants de transport en commun. Dans 10 ans, la Ville sera donc complètement transformée en matière de transport collectif. Du côté de l'électrification, nous allons multiplier les investissements pour installer des bornes de recharge publiques partout dans la Ville, mais plus particulièrement au centre-ville, dans une optique de relance économique verte. Nous allons aussi soutenir les entreprises pour convertir leur flotte de véhicules de livraison aux véhicules zéro émission. En terminant, j'aimerais souligner l'importance de mobiliser les jeunes dans notre lutte contre les changements climatiques. Montréal est d'ailleurs fier d'aller de l'avant avec le projet UNI Reinventing Cities porté par C40. Cette initiative interpelle les universités et les étudiants du monde entier pour qu'ils nous aident à repenser les villes pour soutenir une relance verte et résiliente. Sur ce, je vous souhaite un bon forum et continuons d'être mobilisés pour le climat. On revient en direct de l'hôtel de ville de Paris avec nos invités, monsieur le gouverneur de Kinshasa et monsieur le maire de Brazzaville. Merci à tous les deux d'être là. Je vais commencer avec vous, gouverneur, monsieur Gentini Ngobila Mbaka. Vous êtes donc gouverneur de cette immense ville de Kinshasa, 15 millions d'habitants. Je crois que vous avez plusieurs centaines de milliers d'habitants en plus chaque année. L'enjeu, évidemment, est multiple en matière de réduction des effets du réchauffement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à commencer par celui des mobilités, des transports et puis de l'usage de l'énergie. Alors, par quoi commencer dans une ville comme Kinshasa quand on s'engage sur le chemin de la transition écologique et solidaire? Merci infiniment, merci pour la question. J'ai l'insigne honneur de résumer en quelques lignes la situation sur l'atteinte de la neutralité carbone dans la ville de Kinshasa. En effet, l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, dont nous sommes donc à la veille de ce jour, à l'issue des négociations de la COP21, a défini des cadres mondiaux visant à limiter les réchauffements climatiques à 1,5 degrés Celsius. Et cet engagement volontaire des pays formulé dans leur contribution nationale déterminée induit l'implication des provinces, des villes et des territoires. C'est dans ces cadres que je vais donc présenter la stratégie de la ville-province de Kinshasa, parce que
la ville de Kinshasa a le statut d'une province. En ce qui concerne l'extrême vulnérabilité de la population quinoise, qui est une priorité, la population quinoise qui vit majoritairement en dessous du seuil de la pauvreté subit des effets néfastes du changement climatique, avec comme conséquence inondations et glissement de terrain. Elle a des besoins urgents d'adaptation et d'atténuation de cet effet. Mon plan d'action quinquennal vise à redresser simultanément la pauvreté ainsi que le problème environnemental global par des choix optimaux, ayant comme résultat immédiat l'avènement d'une ville résiliente où il fait bon vivre pour les Quinoises et les Quinois. Donc une ville non polluée, nous sommes en train d'y travailler. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons la vallée agricole. Le modèle agricole actuel pratiqué à Kinshasa n'est pas intensif ni industriel. Il a un faible impact sur l'environnement, ça c'est connu de tout le monde. Et toutefois, l'agriculture surbrille parce que à Kinshasa, au Congo, un peu partout à travers le pays, on pratique l'agriculture surbrillée, a contribué à la disparition des forêts et autour de la ville de Kinshasa aussi, qui est le poumon de la grande métropole. Et nous avons également la création des centres de compostage à proximité des vallées agricoles, ainsi que la fourniture des semences bio qui vont contribuer efficacement et rapidement à un système alimentaire solidaire et écologique pour les habitants de la ville de Kinshasa. Ma vision est Kinshasa Bopeto, qui est une vision de Kinshasa ville propre. Kinshasa Bopeto signifie tout simplement Kinshasa ville propre. Et la vision Kinshasa ville propre, c'est vraiment, ce n'est pas un slogan, c'est une vision qui renferme les vraies prémices de développement de notre ville. Et qui est possible et c'est réalisable. Nous sommes en train d'y aller progressivement. Il y a déjà le résultat probant qui saute aux yeux. Voilà. Et nous sommes en train de faire également la promotion des potagers familiaux. Mmh. Alors, nous sommes en train actuellement d'implémenter au niveau de la ville de Kinshasa, c'est une première. Nous sommes en train d'implémenter une station d'épuration des eaux usées. Nous le faisons d'ailleurs simultanément, en même temps que la ville de Brazzaville. J'ai mon collègue maire de la ville de Brazzaville qui est ici. Le pays a accédé à l'indépendance en 1960. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas implémenté une seule station d'épuration d'eau. C'est une première que nous sommes en train de faire avec le concours de l'UNESCO. Ce projet est déjà en cours de réalisation. Alors, en ce qui concerne la transition énergétique. Très rapidement, gouverneur, si je puis me permettre, parce que comme on a du retard, il faut que chacun tienne ses temps, et là, vous êtes en train de dépasser un peu le vôtre. Donc, assez rapidement, s'il vous plaît. D'accord. En ce qui concerne la transition énergétique, mobilité verte, énergie solaire et cuisson propre, la mobilité des 15 millions de Quinois, parce que la ville compte en son sein plus de 15 millions d'habitants. Les 15 millions d'habitants est un axe de réduction des émissions urgentes. Nous avons prévu des routes secondaires, c'est une première. Je disais tout à l'heure, le pays a accédé à l'indépendance en 1960. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 60 ans. Il n'y a pas eu de nouvelles routes qui ont été construites. C'est seulement maintenant que, sous mon avènement, nous sommes en train de réaliser des routes. Nous sommes en train de faire la route Elenguessa, ainsi que la route, une autre route secondaire qui vont traverser carrément donc, la route qui est cuite. On appelle la route cuite, c'est l'avenue qui est cuite. Les deux routes vont traverser carrément la ville de Kinshasa et ça va réduire de façon sensible les problèmes des mobilités. Et nous avons prévu également le transport de masse, notamment les trains urbains, les trains électriques,
et aussi les grands bus au début des personnes, comme un peu vous le faites ici à Paris. À quelle échéance tout cela? Et on va s'arrêter là ensuite. 2021. 2021 En ce qui concerne le bus, oui. 2021. En ce qui concerne les trains, nous avons travaillé, nous avons signé le contrat avec les Indonésiens. C'est un projet qui est en cours. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur de Kinshasa. Un réseau de bus dans Kin en 2021, ça va vraiment beaucoup changer la vie des Kinois. Merci en Absolument. tout cas. Dieudonné Bansimba, vous êtes le maire de Brazzaville, alors c'est juste en face, hein, le Congo-Brazzaville, en face de la République démocratique du Congo. Pour ce qui vous concerne, pour la ville de Brazza, il y a des enjeux qui sont évidemment aussi très forts, notamment avec la crise sanitaire que nous vivons, une grande précarité alimentaire pour beaucoup d'habitants de Brazzaville. Comment le maire que vous êtes gère les contradictions et les difficultés et ce chemin vers la transition écologique et solidaire? Merci madame. Effectivement, au niveau de Brazzaville, Congo, ces questions sont prises à bras le corps. Voici 5 ans que nous avons signé la COP 21 et là, des engagements ont été pris. Nous sommes en train de travailler sur les questions de transition nécessaires en vue d'une alimentation durable et ainsi que des modèles de production, de consommation des aliments que nous devons repenser. Nous avons pensé revoir toutes ces questions. Et là, avec la ville de Paris, nous avons des coopérations. Et nous allons vous expliquer 3 types de projets que nous sommes en train de mener pour essayer de régler ces problèmes de transition alimentaire pour une agriculture durable. Il y a d'abord le premier projet qui a vu le jour, c'est ce qu'on appelle, sur le site de jardin d'essai à Brazzaville, au cœur de la ville, donc dans une zone où nous gardons le poumon forestier. Et là, avec la ville de Paris, nous sommes en train de créer une aire de valorisation des déchets organiques à des fins agricoles. Coopération avec la ville de Paris, avec le syndicat Sitcom. Les modalités choisies consistent à une valorisation mixte du tri. C'est bien le micro. Une valorisation mixte du tri, production de gadou, de terreau, à peu près 80%, et le compostage. À terme, nous projetons faire de ce site une plateforme de production d'amendements organiques et un centre d'expérimentation des procédés de valorisation de pointe sur le plan technique et écologique. Et nous misons également à terme, en fonction du nombre du volume de déchets, à la valorisation énergétique, vers on peut dire la méthanisation. Parce que vous savez que la biomasse est un élément important dans la revalorisation des déchets. Dans ce projet, Brazzaville veut s'inscrire dans un nouveau paradigme, celui de l'agriculture durable. Celle-ci doit permettre d'assurer une production pérenne d'un point de vue environnemental et surtout économique, car les maraîchers qui le font doivent avoir à la fin un revenu décent. C'est ainsi que nous envisageons dans ce projet, cette plateforme, créer également la pratique, en dehors de la valorisation des déchets, la pratique de l'horticulture urbaine, pour régler également les problèmes environnementaux, des espaces verts, puisque nous pouvons avoir la production sur place des fleurs et autres. Donc voilà un premier projet. D'accord. Cette plateforme. 1 minute pour chacun des 2 autres projets. Oui, le deuxième projet, c'est celui que nous menons avec nos collègues de Kinshasa, c'est la transformation des boues de vidange. Ce projet vise en fait que le fleuve Congo, qui est notre grand fleuve, n'ait pas de rejet zéro dans le fleuve Congo. Tous les bouts de vidange doivent être traités pour
préserver la Préserver biodiversité du fleuve Voilà. et cette richesse. Là aussi, nous sommes en coopération avec l'UNESCO, comme il a dit, et avec une ONG, Global Energy. Le troisième projet que nous avons, c'est celui de l'agriculture purement urbaine. Oui. Et là, nous avons deux axes. Un, initier les enfants de l'école maternelle, des écoles primaires à l'agriculture par cette urbanisation que nous avons appelée un bac. Un enfant. Un enfant, un bac. Un enfant, un bac. Leur apprendre, donc initier les enfants, sensibiliser les enfants dans le domaine de l'agriculture saine avec ce projet. Parce que la transformation des systèmes alimentaires montre que ça se détruit vite, les sols. Et là, ils ne travaillent pas sur le sol, mais à partir des bacs, Oui. des objets de récupération pour ne pas trop gaspiller La ressource du sol. la ressource du sol. Il faut vraiment qu'on troisième. conclue. Allez-y. Le troisième, c'est que nous voulons transformer le territoire. Nous avons à Brazzaville, aujourd'hui Brazzaville a eu la chance d'avoir l'île Mbamou. Si vous allez sur le fleuve Congo, il y a une île qui rentre maintenant dans le département de Brazzaville. Et cette île, nous voulons faire, qui est semi-rurale, un grenier de Brazzaville, mais avec des systèmes modernes, pas trop scientifiques pour ne pas toujours détruire le sol. Et permettre également de sédentariser ces populations au lieu qu'elles viennent en ville, à Brazzaville. Donc, c'est ces trois projets-là que nous voulons faire. Et nous avons là aussi, dans le cadre de la coopération, nous bénéficions de l'appui de la FAO, de la ville de Dresden en Allemagne. Donc voilà. Et de la ville de Paris. La ville de Paris, je vous ai dit que la ville de Paris nous aide déjà dans la plateforme. Absolument. Ah oui. Et là aussi, nous avons besoin du soutien de la ville de Paris pour essayer Mais ça tombe bien, je suis déléguée à l'agriculture, donc on va Voilà. s'en parler. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va achever cette première partie de notre table ronde avec une keynote de la déléguée générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, qui nous parle du lien entre réchauffement climatique et fragilisation de la biodiversité. Excellences, Madame la maire, Mesdames et Messieurs, ce forum marque opportunément le 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Je voudrais remercier la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, pour en avoir été à l'initiative. Nous sommes aujourd'hui à un moment décisif. Avec cette pandémie, il ne fait plus aucun doute, si nous en avions encore, que nous menons contre la nature une guerre suicidaire, pour reprendre les termes employés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Une guerre contre le climat, bien sûr, mais plus généralement, une guerre contre le vivant. Et là aussi, la responsabilité humaine est terrible. Nous sommes à l'origine de la destruction de 75% des écosystèmes. Selon l'IPBES, cette plateforme équivalente à celle du GIEC pour le climat, dont le premier rapport mondial a été présenté à l'UNESCO sur la biodiversité en mai 2019. Pour réconcilier l'humanité avec le vivant, nous avons besoin de l'engagement de toutes et de tous. Depuis plus de 50 ans, l'UNESCO s'est engagée aussi dans ce combat, avec ses réserves de biosphère, avec ses sites du patrimoine naturel, avec ses géoparcs mondiaux, tous ces espaces protégés qui rassemblent 6% de la surface de la Terre, l'équivalent de la surface de la Chine, et qui doivent être étendus. Ce sont des territoires souvent très proches des grandes métropoles, comme la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, à 60 km de Paris, ou la réserve de biosphère de la Ceinture Verte, près de Sao Paulo, au Brésil. Les réseaux de villes de l'UNESCO, par les solutions qu'ils font émerger, par les dialogues qui sont noués entre les maires du monde entier, ont énormément à apporter. L'un des réseaux de villes de l'UNESCO, c'est par exemple un réseau consacré à l'eau et le climat, l'Alliance des mégalopoles pour l'eau et le climat, à laquelle la métropole du Grand Paris est associée. Mais c'est aussi dans le domaine de l'éducation que nous pouvons nous engager plus et mieux encore, l'éducation à l'environnement. Et c'est dans les écoles de nos villes que se forment les consciences citoyennes, écologiques de demain. À cet égard, l'UNESCO peut apporter un appui précieux par ses conseils sur les formations et par son réseau d'écoles associées des villes apprenantes. Cet enjeu, je le disais, appelle une mobilisation générale. Bien sûr, on parle de
celle des États, de leurs engagements, qu'ils tiennent ou qu'ils ne tiennent pas. Mais je pense aussi à ce qu'est un multilatéralisme inclusif en action qui s'appuie sur la société civile, justement sur les villes, là où se nouent les solutions pour demain, là où on trouve les entreprises, les collectivités, la jeunesse, ensemble. C'est une nouvelle génération du multilatéralisme qui invente de nouvelles formes de coopération, plus proches du quotidien, qui noue de nouvelles coalitions et qui permet d'ancrer concrètement ce changement dans la vie des gens. Ce changement profond de rapport à la nature, de rapport au vivant, permettra, selon les termes d'une des grandes scientifiques mobilisées à nos côtés, Jane Goodall, de sauvegarder durablement notre seule demeure. Il n'est pas trop tard pour agir, mais nous avons besoin de votre engagement. Merci à la Ville de Paris de se rappeler de nos engagements et de nous rappeler à nos engagements. Je vous remercie.